waiting to hear about my them, aren't you? Your what? My them. Attention, you are now entering the debarkation area. No talking, no smoking. Follow the orange line to cross. 2026, la criminalité dans le monde du podcast augmente de 400%. Kinopod, le podcast grand écran, devient une prison de haute sécurité. Il n'y a pas de garde à l'intérieur de la prison, juste des cinébuddies et le monde qu'ils ont créé. Les règles sont simples. Une fois à l'intérieur, vous ne ressortez pas. Et mes co-détenus sont... Jeff Domenech. Appelez-moi Jeff. Philippe Sedbon. Appelez-moi Sedbon. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur New York 97 sans jamais oser le demander. Je ne suis pas un imbécile, Plisken. On m'appelle Snake. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour faire la fête comme si on était en 1997 et parler ensemble du chef-d'œuvre dystopique de John Carpenter de 1981. 1981, année dominée au box-office par Le Professionnel, Jeff. Je l'aimais bien, moi, beaucoup. Et enfin du vrai cinéma. Voilà, et rien que pour vos yeux, ou rien que pour vos vieux, comme l'ont surnommé certaines vilaines langues. Mais avant le fameux pitch, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. En particulier, likez et souscrivez à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, Philippe Plisken nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Comme tu viens de le raconter, New York est devenue une prison à ciel ouvert, où les détenus se détestent, se massacrent, sans aucun contrôle de gardien, mais c'est dans un futur très très lointain, en 1997. Donc on craint rien pour l'instant. Et un jour, le président est fait prisonnier par ses prisonniers, donc. Et le gouvernement envoie un voyou, Snake Plissken, ancien héros de guerre, pour récupérer le président. Mais ça va pas être simple, évidemment, et c'est d'autant plus chelou que le mec qui l'envoie, c'est Lee Van Cleef. Voilà. Parfait, mon cinébuddy. Et maintenant, Jeff, un autre cinébuddy cher à mon cœur, nous ramène à la source dans les mean streets du New York de John Carpenter avec la genèse du film. Non. Alors, on avait parlé de Carpenter la dernière fois dans notre superbe podcast sur Halloween, que je vous conseille. Yes. Alors, concernant Carpenter, il avait écrit ce scénario suite à l'affaire du Watergate. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Donc au début des années 70, en 1974, et il a mis ça de côté et préparé d'autres projets. Il avait gardé ça, on va dire, sous le coude. Donc entre-temps, il avait fait Assaut, Fog. En fait, c'est le patron qui s'appelle Bob Rame de AFCO Embassy qui lui demande d'adapter un bouquin qui s'appelle Opération Philadelphie. Il le lit, mais il va décliner son offre. Il va dire non, en fait, il n'y a pas de troisième acte, ça ne m'intéresse pas. Et ça va devenir au cinéma Philadelphia Experiment, avec Michael Paré de mémoire. Je crois que c'est ce nom-là, ouais. C'est ça. Et par contre, il profite d'être en contact avec ce producteur pour lui glisser son scénario qu'il avait écrit en 1974. Il a fait aussi coécrire avec Nick Castle. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le fameux Michael Myers du premier Halloween. Qui est aussi scénariste, pour mettre un petit peu des doses d'humour dans son scénario qui était beaucoup trop brut. Ouais. Parce qu'il parlait de la corruption, des politiques, etc. Voilà. Et AFCO Embassy aime beaucoup le pitch et il lui donne les moyens de développer son script. Donc c'est là qu'il va bosser avec Nick Castle. Mais eux, ils tiennent absolument à avoir Charles Bronson. Alors lui, quand il avait écrit à l'époque Carpenter, il avait pensé à Eastwood. Et eux, ils veulent Bronson. Et lui, il dit non, Bronson est beaucoup trop vieux pour le rôle, etc. Et comme il vient de réaliser pour la télé le roman d'Elvis avec un acteur qui s'appelle Kurt Russell. Kurt Russell is Elvis. Il s'est très bien entendu avec lui, il veut l'imposer. Sauf que Kurt Russell a l'image d'un acteur Disney, parce que depuis tout petit, il fait des productions Disney. Et bah si, non, on va pas filer ce rôle-là de mercenaire à un acteur estampillé Disney. Donc, hors de question. Donc, c'était un peu un deal à l'époque. Et ils essayent Tommy Lee Jones, pour qui Carpenter venait d'écrire Les yeux de Laura Mars. Et Tommy Lee Jones, le scénario ne l'intéresse pas.
Donc il décline le truc et il va pour Kurt Russell. Donc ils sont partis en repérage directement évidemment à New York, qu'ils ont trouvé beaucoup trop grand. Et lorsqu'ils ont commencé à demander à vouloir bloquer des rues, les mecs ils ont dit vous êtes devenus fous, il n'y a personne qui bloque les rues de New York, hors de question. Donc la mort dans l'âme, donc ils sont un petit peu dégoûtés et ils vont chercher une ville dans leur repérage pour essayer de trouver une ville qui a été abîmée, détruite. Et donc c'est l'île de Saint-Louis qui a été ravagée par des flammes et c'est là qu'ils vont au repérage, notamment Joe Alves, le chef décorateur, réalisateur entre autres de Jaws 3, et Alves avait déjà bossé il sortait de Rencontre du troisième type, qui était une grosse prod. Là, il voit bien qu'il a pas trop les moyens. Le lieu leur correspond, c'est une ville un petit peu toute pourrie, toute délabrée, etc. C'est exactement ce qu'il en faut. Et voilà, donc le tournage va commencer le 4 août 1980, 16 jours avant la mort de Joe Dassin. Et je vais laisser Philippe nous expliquer pourquoi. Avant que Philippe nous parle du casting du film plus avant, effectivement, on voit que c'est un New York qui est le même New York, effectivement, comme tu disais, qui est inspiré par Death Wish, qui est ce New York très Giuliani, le maire Giuliani. Et je voulais juste raconter une petite anecdote à ce propos, c'est que à l'époque où ils ont nettoyé New York, parce que New York avant c'était effectivement comme on voit dans Cruising, c'est-à-dire des endroits extrêmement malfamés qu'on retrouve dans ce New York 97 qui est devenu du coup une prison. Et après l'arrivée de Giuliani, ils ont donc aseptisé et nettoyé complètement New York et ils ont remplacé donc les sex shops par des magasins Disney. Et il paraît que les prostituées avaient défilé dans la rue avec des pancartes sur lesquelles était marqué « Choisissez la chatte, pas la souris ». Mais c'est vrai, tu parles de ce New York de cette époque-là. Il y a eu French Connection, il y a eu Taxi Driver, et vraiment, New York est un des personnages du film. Malheureusement, ils n'auront pas les moyens de tourner à New York, juste la première scène où on voit la Statue de la Liberté. Gotham 4, confirmé réussite opération. Opération terminée, je retourne à la base. Exactement. Justement, Philippe va nous parler des personnages du film avec sa rubrique sur le casting du film. Et je précise d'ailleurs que Philippe est venu aujourd'hui avec un gros rhume. Donc merci Philippe, parce que c'est vraiment... ça on montre... est 4 alors. J'ai mis en doute ton professionnalisme récemment, mais là tu nous prouves que tu es le plus professionnel de nous tous. Alors, Kurt Russell, tu en as parlé. C'était un ancien acteur enfant, qui est devenu avec les années un très bon acteur. Là, à mon sens, en revoyant le film, je l'ai trouvé un peu jeunot quand même, parce qu'il joue quand même un vétéran de la guerre. Il fait quand même gamin. Des médailles militaires, Leningrad et Sibérie. Le soldat le plus jeune à avoir été décoré par le président. Bon, il est bien, il imite un peu Clint Eastwood, donc ça m'étonne pas du tout que ce soit le premier choix, qu'Eastwood soit le premier choix de Carpenter, parce qu'il l'imite franchement. Vous êtes qui, vous? Hawk, le chef de la police. Et le fait de l'avoir mis en face de Lee Van Cleef renforce cette analogie, parce que la façon dont il fume, dont il parle à voix basse comme ça, etc., c'est vraiment du Clint Eastwood tout craché. Et on se dit qu'effectivement, Eastwood, à l'époque, il devait avoir une petite cinquantaine d'années, il aurait été extraordinaire dans le rôle. Vous croyez vraiment que je peux piloter? Regardez-moi. Vous nous êtes très précieux. C'est vous le plus fort. Vous trouverez sûrement quelqu'un d'autre qui saurait piloter cet appareil. Pour Bronson, c'était un peu plus délicat, parce qu'il avait beaucoup plus que ça. Et, je crois qu'avec Bronson, en fait, New York 97 faisait référence à son âge. C'est ça. Mais tu sais que Bronson et Kurt Russell ont été partenaires dans une série télé qui s'appelait Les Voyages de Jamie McFeeters. Et donc c'est marrant qu'ils se retrouvent avec je sais pas combien d'années d'écart sur le même rôle. Incroyable. C'est plutôt 30 ans ou 40 ans d'écart qu'ils avaient. Donc voilà, ça c'est pour Kurt Russell, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a sur ses vieux jours, sur les westerns qu'il a tournés comme Tombstone et Bone Tomahawk, il est vraiment... Et les 8 salopards aussi. Ouais. Et les 8 salopards, oui, c'est vrai que sur le tard, il est devenu un très très bon acteur. Donc là, évidemment, il est un peu jeunot et un peu pas assez expérimenté, mais bon, il a un look iconique et ça marche très bien. Hein. Alors, vous venez me tuer, Snake? Pas aujourd'hui, Hawk. Autrement, il y a Lee Van Cleef, donc, qui est Lee Van Cleef et Ernest Borgnine. Bah alors, où tu vas comme ça? Et Donald Pleasence, qui sont encore des figures iconiques des années 60-70. À la capsule, messieurs. Donc ils sont pris en forme de clin d'œil par Carpenter, qui c'était vraiment tout le cinéma qu'il aimait, quoi. Lee Van Cleef, c'est le western.
Ernest Borgnine, c'est les films de guerre. Le commandant Reisman, mon général. Nous ne sommes pas entrés en guerre pour satisfaire vos petits goûts personnels. Il y a cette espèce d'amour du cinéma populaire qui fait que son casting, malgré tout, a une certaine homogénéité. Il l'a fait vraiment pour réunir tous les gens de ce cinéma qu'il aime. Harold Hellman. Snake? Et autrement, il y a Harry Dean Stanton, qui n'était pas un gamin non plus à l'époque. Il y a sa femme, Adrienne Barbeau, et son décolleté. Il y a encore là-dedans Donald Pleasence, tout ça on l'a dit, mais qui est vraiment... Isaac Hayes. Duke. Voilà, le chanteur de Shaft, musicien de Shaft. Et voilà, donc c'est un casting très ludique, très libre, comme ça. On se demande qui sont tous ces gens. Et c'est vrai que Lee Van Cleef, en chef de la police, habillé en ninja avec une boucle d'oreille, c'est extrêmement étrange, quoi. Mais c'est pas grave, ça passe. On a compris que c'était un jeu. De minuscules capsules ont été logées dans vos artères. Elles commencent à se dissoudre lentement. Et tout ça passe très bien et se mélange très bien. J'adore son arrivée à Lee Van Cleef. C'est le chef de la police, il a une limousine qui mesure 15 mètres. C'est sur le tarmac. Je sais pas pourquoi, mais il arrive. Et tu parlais d'Harry Dean Stanton. À la base, c'était Warren Oates qui était prévu. Oates de l'air. This man will become an animal. Bring me the head of Alfredo Garcia. Oates, ouais, on est en France, parlons français. Et, alors je traduis. Et il était déjà malade. Et il avait tourné avec Harry Dean Stanton dans un film qui s'appelait Dillinger. Et il le conseille à Carpenter. Il dit, prends-le, tu verras, c'est un super comédien, prends-le à ma place. Et donc, quand Harry Dean Stanton lit le script, il appelle John Carpenter, il dit, j'aime beaucoup, il fait, mais j'aimerais pouvoir changer des répliques, parce qu'il y en a certaines, je les aime pas. Et Carpenter lui dit, faites ce que vous voulez, tant que vous foutez pas en l'air mon scénario. J'imagine Harry Dean Stanton appeler Francis Weber en disant bon, le texte, je vais le changer. Il aurait été reçu, je pense. Il y a d'abord une chose que je vais mettre au point. Ne m'appelle plus jamais Harold. Mais Harry Dean Stanton et Warren Oates étaient souvent pressentis. Ils arrivaient tout le temps au casting ensemble, en fait. Ils étaient toujours pour les mêmes rôles. Et c'est vrai que c'est deux acteurs extraordinaires. Mais Kurt, on va revenir un petit peu à Kurt, si vous le voulez bien, parce qu'il dit qu'il s'est inspiré pour le rôle de Bruce Lee, de l'Exterminator, de Darth Vader et bien sûr de Clint Eastwood. Donc ça en fait du monde quand même pour les inspirations. C'est un peu dans tous les sens, si tu veux. Il y a un truc qui était étonnant, c'est donc il a commencé comme étant, comme tu le disais, un enfant star pour Walt Disney. Et c'est pour ça qu'il voulait casser son image avec Snake, mais vous savez que le dernier mot que Walt Disney a prononcé sur son lit de mort, son Rosebud, comme dans Citizen Kane, Rosebud, il paraît que c'est Kurt Russell. Il a dit Kurt Russell en mourant. Ouais. Tu liras sur l'internet. Et à propos d'internet, je vous invite à aller regarder sur YouTube une émission où Ernest Borgnine est invité à un talk show américain et on lui demande quel est le secret de sa longévité parce qu'il est déjà assez vieux dans le talk show et il souffle à l'oreille de l'os du présentateur et en croyant qu'on ne l'entend pas, il dit la masturbation. I masturbate a lot. Okay, I think. Et en fait, on l'entend très bien. Vous pouvez le voir sur YouTube. J'ai un pote qui a dirigé Ernest Borgnine dans ses derniers rôles, Yann Kounen dans Blueberry. Ah oui. Il a un petit rôle dans Blueberry, donc Vincent Cassel, et Yann me dit il était tous les matins, avant tout le monde sur le plateau à 8h, habillé, nickel. Il attendait sur sa chaise, et il était heureux d'être là, parce que le cinéma lui manquait, personne ne faisait appel à lui. Et donc, il était là tous les jours, même quand il n'avait pas besoin de tourner, il était là, il était tout content d'être avec nous. Il était habillé, maquillé. Il était magnifique. Quoi. Comme tu disais, Jeff, le rôle de Cabby a été écrit spécialement par Nick Castle pour amener justement cette légèreté un peu au scénario, parce que c'est un personnage un peu plus joyeux dans ce monde extrêmement noir que décrit Carpenter. Des Snake Plissken, je te connais. Il y a aussi un acteur que tu as oublié de mentionner, Philippe, que j'aime beaucoup, qui est Tom Atkins. La station 19 a repéré 2 voitures sur le pont de la 69e rue. Qu'on voit au début comme assistant de Lee Van Cleef. Et qui était le héros de Halloween 3. Que les fans n'aiment pas en général parce qu'il n'y a pas Michael Myers dedans, mais qui est plutôt un bon film si on le sort de la série et qu'on le voit comme un film qui n'est pas un Halloween, est un bon film. Et le héros de Fog aussi. Are you weird? Yes, I am.
Yes, I am weird. You are weird. Yes. You're weird. Thank God you're weird. C'est ça. Exactement. Et dans Creepshow, on en voit aussi dans Creepshow. Ah, exactement, c'est lui qui fait le père de l'enfant dans Et Creepshow. pour finir avec le casting, il y a ce Peter Pan là, sous cocaïne, là. Frank Doubleday. Ne me touchez pas ou on le tuera. Si vous êtes encore ici dans 30 secondes, on le tuera. Exceptionnel dans le film. Et je trouve que si tu regardes Sting dans Dune de Lynch, je trouve qu'il s'est inspiré un peu de ce personnage avec la gueule qu'il a. Je ne vois là qu'un Atréide que j'ai envie de tuer. Et c'est un mec qu'on ne connaît pas, hein, il est totalement inconnu. Et dans le commentaire audio, Kurt Russell dit il a piqué la vedette à tout le monde. Il pique toutes les scènes du film, le mec. Alors qu'il n'a pas tellement de dialogue. C'est le premier qu'on voit, hein, avec le doigt, etc. Et même, il est toujours plein. Mais des fois, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout écrits dans le scénario. À un moment donné, tu as Maggie et Brian dans Red Santon et Adrienne Barbeau, qui sont à la gare. Ouais. Il sort, elle a son décolleté comme ça. Lui, il sort et il jette un œil sur le décolleté et face caméra, il fait comme ça. Alors, c'était pas du tout écrit. Il trouve la cassette audio, il la met à l'oreille comme ça. En fait, il est plein de gestes. Je pense que il s'en sort. Et il est mort en 2018. Voilà, il n'a pas fait une grosse carrière, mais en tout cas, on se souvient de son personnage. Ouais. Absolument. Mais Kurt, l'idée du bandeau sur l'œil, c'est une idée de Kurt. Donc ça amène énormément au personnage. Et apparemment, il est resté dans le personnage quand la prise était interrompue. C'est-à-dire qu'il l'a fait méthode, il était tout le temps Snake. Sauf qu'il a enlevé quand même le bandeau parce qu'il avait du mal à marcher. Ça lui a enlevé sa perception des profondeurs, tu vois. Donc il a quand même enlevé le bandeau. Et tu connaissais cette anecdote, Jeff, que tu as dû lire parce que tu as fait une grosse recherche sur le film. C'est qu'apparemment, à un moment, Kurt, ils ont interrompu le tournage et il s'est retrouvé perdu dans un des quartiers chauds dans l'Illinois, tu vois. Et il y a des voyous qui ont commencé à l'agresser. Et ils ont fait demi-tour quand ils l'ont vu, ils ont fait demi-tour. Voilà, ils ont vu cet étrange type avec son bandeau et son flingue futuriste et ils se sont dit voilà, celui-là c'est un fou, et ils sont partis dans l'autre sens, ils n'ont pas fait chier. Et quand ils étaient dans ce quartier, justement, la prod leur a dit surtout ne sortez pas seul le soir parce que c'est quand même un quartier très chaud, donc il y a beaucoup de délinquance. Ouais. Et Donald Pleasence voulait aller bouffer chinois, il voulait aller manger au resto chinois. Donc il appelle un taxi, il dit amenez-moi dans un resto chinois. Et en fait, le taxi, il fait juste le tour de l'hôtel, un peu comme Jean Rochefort dans Nous irons tous au paradis. Il fait le tour de l'hôtel parce que derrière la sortie de secours de l'hôtel, il y avait un resto chinois. Il dit c'est tout, il fait c'est bon, vous y êtes. Donc il n'a pas eu trop marché. Moi, j'ai vécu en vrai une histoire dans un New York 1997. C'était avec, je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté peut-être, mais c'était avec Vincent Schiavelli, l'acteur de Milos Forman. Bien sûr, de Amadeus, de Ghost, fantastique. Voilà. Et un jour, je tournais avec lui et il m'avait dit, on était à Los Angeles, et il m'a dit, tiens, je vais t'amener dans le meilleur chinois de la ville. Tu vas voir, c'est en plein de Chinatown et tout ça. Et donc, on est allé, lui, sa femme et moi, dans ce restaurant qui était effectivement génial. Et en sortant, je me rappelle qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, on se perd. On se perd, mais on se perd total, quoi. Et surtout que les rues n'étaient pas éclairées. Il y avait des quartiers morts. C'est-à-dire, moi, j'avais jamais vu ça dans une ville moderne. Il y avait des quartiers morts. Il n'y avait rien, pas de lumière, pas de magasin, rien. Et à un moment, il s'arrête pour essayer de regarder une carte. Et on a commencé à voir, comme dans un film d'horreur, les trottoirs s'animer. Tu sais, tout d'un coup, il y avait des journaux qui se sont levés, des cartons qui sont tombés, des gens qui ont ouvert des portes cochères, etc. Et il y a des zombies. Des bouches d'égout qui s'ouvraient. Et tout. Pas loin. Pas les bouches d'égout, mais tout le reste, oui. Et tu avais des silhouettes qui se sont levées, qui commençaient à converger sur la voiture. Oh putain. Exactement, un film de zombies. Et c'était complètement stressant. Et lui a fini par démarrer à toute berzingue. Il a roulé au hasard. Il était mort de trouille. C'était un moment inoubliable. J'imagine. Tu parlais du bandeau, là, du cache-œil de Kurt Russell. En effet, c'est son idée, mais seulement il avait des problèmes de perception. Donc, il avait fait des trous sur certains plans assez lointains. Il avait un trou dans son cache-œil pour pouvoir y voir. Il y a un plan dans le film où il est relevé. Donc on voit qu'il a les yeux, en fait. Et concernant le nom de Snake Plissken, en fait, Carpenter, il avait un ami dans son école de cinéma qui s'appelait Bennett Tramer, qui venait de Cleveland. Et il lui parlait souvent de son adolescence. Il avait un pote qui était un ado punk et qui se faisait appeler Snake Plissken. Ouais. Et le mec disait tout le temps appelez-moi Snake. Et donc Carpenter avait trouvé l'anecdote très sympa, il avait noté, il a dit ben voilà. Et c'est comme ça que le personnage de Snake est né. S.D. Plissken. Des Snake Plissken, je te connais. T'es bien Snake Plissken, c'est pas vrai? C'est toi Plissken? Snake Plissken.
Mais Snake, Kurt Russell fait une vraie préparation physique, une vraie diète, il prend des nutritionnistes, il fait un truc que faisaient pas beaucoup les acteurs hollywoodiens à l'époque, parce que c'est avant les Schwarzenegger et les Stallone, d'une certaine manière, et il fait ce que fait Bruce Campbell aussi. Tu te rappelles, comme sur Evil Dead 2, il s'était vraiment fait un corps, Bruce Campbell, mais c'est des gens qui vont, sans vraiment l'aide d'Hollywood, se faire un corps de leur côté, et ça aide beaucoup le personnage, parce que je suis d'accord avec toi, Philippe, il a un côté un peu rookie, qui fait que par moments, il joue un peu les durs, il n'est pas encore le dur qui va devenir, par exemple, dans The Thing, la chose de Carpenter qui est l'année suivante. Si vous aviez été une de ces choses, vous m'auriez attaqué ici même, tout de suite. Donc la plupart d'entre vous sont humains. Et où il est exceptionnel aussi, mais c'est vrai qu'on va voir cette relation entre Kurt Russell et John Carpenter, dont tu peux nous parler un peu, Jeff. Je crois que tu as une petite thématique là-dessus. Oui, bon, très courte, parce ils ont fait 5 films ensemble. Ouais. Et Kurt Russell, tout à fait. À ce propos, alors, ils ont fait le roman d'Elvis, qui est un téléfilm à la base, qui est sorti au cinéma dans les autres pays. Donc, il y a eu New York 1997. C'est vraiment Carpenter qui a imposé Kurt Russell. Et il dit ça a changé. C'est le rôle qui a changé le cours de sa vie, évidemment, parce qu'il a vraiment cette image de télé. Ensuite, derrière, ils ont fait The Thing, film magnifique, évidemment. Il y a eu Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ouais. Il y a eu Los Angeles 2013. Alors attends, Jeff, avant que tu continues, je voudrais savoir, parce que je sais que toi et moi, on est fans de 2013, on est peut-être les seuls au monde. Philippe, comment tu te positionnes? Vous êtes bien les seuls au monde. Le soldat le plus jeune décoré par le président a sauvé un autre président en 97. Jeff, juste avant que tu reprennes la thématique, cette scène où de basketball, où il met le panier vraiment... Et que le méchant dit « This town loves a winner ». Cette ville aime les gagnants. Il y a quand même des scènes, notamment avec Bruce Campbell, dont je parlais il y a un petit instant, où il fait le chirurgien de Beverly Hills quand il arrive et qu'il touche les seins de Valeria Golino, je crois, qui dit « Oh my God, they're real ». Mon Dieu, ils sont vrais. Il y a quand même des vraies scènes. Et en fait, le problème, Los Angeles 2013, mais j'aime beaucoup le film, il y a 50 millions de budget, c'est-à-dire l'autre c'est 6 millions et demi, 50 millions de budget. Et il a refait le même film. Une heure plus tard, elle était à bord d'Air Force 3 en direction de Lynchburg. Au nom des esclaves et des victimes malheureuses de la grandissante répression des forces impérialistes des États-Unis. Pour le peuple des États-Unis d'Amérique, le temps est venu à présent de se soulever. C'est la même histoire. Il a pris les mêmes personnages. Qu'est-ce que vous m'avez fait, espèce d'enfoiré? C'est une idée à moi, Plisken. Du virus Plutoxine 7. Créé génétiquement, 100% pure mort. À l'instant même où elles exploseront, elles feront péter du même coup vos deux artères. On éclate. On se vide de son sang comme un porc. Nous neutraliserons les charges si vous nous ramenez le président. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un peu de retard? Il te reste moins de 10 heures à vivre. Un président américain qui ressemble à George Bush, George Coraface qui ressemble à Che Guevara. Dans sa bagnole, il y a aussi la boule à facettes comme un truc. Le personnage de Steve Buscemi, tu peux dire que c'est le personnage d'Harry Dean Stanton. Peter Fonda, tu peux dire que c'est Kirby. Il a pris les mêmes personnages, la même thématique. Bon là, il y a plus un questionnement, on va dire, sur l'Amérique. C'est toujours une critique de l'Amérique. Quand il y a cette Bruce Campbell en personnage de chirurgien esthétique. Quel magnifique œil bleu. Ouais. C'est la beauté et la jeunesse à tout prix, qu'on avait aussi déjà vu dans Brésil. Il y a des histoires du climat, des satellites. Et il a fait à peu près il a mis les mêmes personnages. Et les gens s'attendaient vraiment à une suite de New York 90. Et en fait, c'est juste un remake du premier, si tu regardes bien, un remake caché. Tu as raison, et c'est probablement ce qui a déçu les gens, mais tu m'étonnes que je savais pas que c'était 50 millions de dollars, parce que quand il fait du surf avec Peter Fonda, c'est quand même parmi les effets spéciaux les plus pourris de l'histoire du cinéma, quand même, que j'ai vu. C'est pas vrai, tu te fous de moi. Ah, le sous-marin. Alors, le sous-marin, il est quand même pas mal aussi, il est balèze. Ah ouais, avec un requin qui essaye de les attraper. Et t'as Steve Buscemi en deltaplane. Oh, les gars. Ça, je m'en souviens. J'ai vu qu'une fois ce film et je me souviens voilà que pourquoi le seul truc qui m'est marqué, c'est que Kurt Russell, je sais pas il y a combien 15 ans entre les deux films. C'est ça, ouais. Absolument pas changé d'un iota physiquement. Ouais. C'est-à-dire si tu mets des photos des deux films, il y a aucune différence. C'est vrai. Je sais pas comment il a fait pour arriver à ça, mais c'est stupéfiant. D'ailleurs, Debra Hill avait dit le premier jour de tournage, il avait gardé ses fringues, son blouson de New York 97, et il ressort avec, et on était tous waouh. Incroyable.
Alors, il s'était fait juste rajouter il avait fait des rajouts de cheveux pour avoir Des les cheveux longs. extensions. Et pourtant, il a parmi les plus beaux cheveux d'Hollywood. Tu disais d'ailleurs qu'il avait tourné ces 2 westerns coup sur coup, qui sont Bone Tomahawk et 8 salopards. Mais c'est parce qu'il avait téléphoné, il avait s'était laissé pousser cette extraordinaire moustache pour Tarantino. Et il s'était dit, c'est dommage de pas refaire un autre western. Et c'est pour ça qu'il avait fait Bone Tomahawk pour profiter de cette extraordinaire moustache. Peut-être la plus belle du cinéma. À propos de la famille Russell, son père avait joué dans Règlement de compte à Hockey Choral avec Lee Van Cleef. Wow. Il avait un petit rôle, le père de Kurt Russell. Je crois que c'était King Russell, je crois. Enfin, je suis pas sûr du prénom. Bing Russell, c'est ça. Est-ce que vous savez le premier film, la première personne à qui Kurt Russell a donné la réplique au cinéma? Je sais, mais je laisse Philippe chercher. On va voir Philippe. Elvis. Yes. Bravo. Dans Blonde, Brune et Rousse. Et quand on sait que des années plus tard, il a joué le rôle d'Elvis Presley, dirigé par Carpenter, voilà, la boucle est bouclée. C'est un des meilleurs Elvis d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup le film de Carpenter. Kurt Russell, qui ne ressemble pas beaucoup à Elvis, arrive à capturer l'esprit du personnage, et il faudrait attendre Nick Cage pour avoir un Elvis aussi impressionnant. J'ai réussi à passer. Non, le petit dernier, il est très bon là. Non, c'est vrai. Mais je voulais parler. Il y avait un parti pris intéressant dans le Elvis de Carpenter. Je sais pas si vous en souvenez, c'est qu'il parlait avec son jumeau mort. Ah, c'est ça. Il y avait un frère jumeau et on voyait son ombre. What's it gonna take, man? What's it gonna take to fill that up? Quand il s'asseyait quelque part, par exemple, vous voyez l'ombre projetée sur le mur de son frère et il discutait avec son frère mort. Et c'est un des aspects les plus intéressants du film. Ah ouais, bien sûr. C'est peut-être ce qui a inspiré Tarantino dans True Romance. Clarence, je t'aime bien. Depuis toujours et pour toujours. Ah, c'est possible, effectivement. Oui, il s'est sûrement inspiré de ça, ouais. Je crois que le nom du jumeau d'Elvis était Jesse Garonne, puisqu'il y a eu un artiste français qui avait pris ensuite par la suite. C'est ça, ouais. Vous êtes le duc de New York. Vous êtes le numéro 1. Je voulais parler brièvement de Donald Pleasence, qui quand même fait un président américain avec l'accent anglais. Et il a essayé un petit moment de faire l'accent américain, mais il n'y est pas arrivé. Et il a écrit toute une histoire pour son personnage en disant que c'était au moment où Margaret Thatcher avait pris le pouvoir et tout d'un coup. Et en fait, Carpenter lui a dit laisse tomber, fais pas d'accent, fais ton accent anglais, c'est pas de problème. Et je trouve que ça renforce le côté comic book du film, en fait. C'est que j'aime bien. Il avait imaginé son personnage qui était le fils caché de Margaret Thatcher. Il a dit ça, hein. Il avait réfléchi à un truc. Et il a dit, donc, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'unissent pour coloniser le monde entier. Il est plein. Et puis, donc, il l'écoute. Carpenter, il fait, c'est super. Il fait, garde ça dans ta tête. Mais on n'a pas les moyens de s'en occuper. Donc, garde ça dans ta tête si tu veux. Et vous savez que Donald Pleasence, à la fin, alors, spoiler alert, hein, lorsqu'il tue le Duke à coup de mitraillette. Vous êtes le numéro 1. Vous êtes le duc. Ça les a inspirés parce que Donald Pleasence avait été capturé pendant la guerre dans un camp de prisonniers japonais. Et donc, il était habitué à manier les armes, etc. Il avait été capturé. Et puis voilà, ils sont inspirés de son expérience à la guerre. Et à la fin, c'est pour ça qu'il tue Isaac Hayes. Évidemment, il se déchaîne sur lui, quoi. Extraordinaire. Mais il était fantastique en Loomis dans Halloween. On en avait beaucoup parlé, Jeff. Et je t'avais raconté à cette époque, tu te rappelles que mon père l'avait vu à la Colombe d'Or dans la piscine où il était avec une grande blonde en buvant du rosé. Et c'était un vrai bon vivant. Ne me dites rien. Laissez-moi deviner. Et il a fait un excellent Colombo aussi. Il a du bouquet. De la finesse. Tu te rappelles, Philippe, où il est justement il est œnologue dedans et il confronte et il y a un beau duel entre lui et Peter Falk. Je dirais un Bourgogne californien, sans doute un Valet noir ou un Gamay. Mais il y a un truc qui est important dans le film, c'est que c'est très peu fait en studio en fait, et c'est vrai que au début Carpenter, pour contrôler le truc, veut le faire en studio, et c'est Joe Alves dont tu as parlé qui lui dit non, il faut partir dans une vraie ville des États-Unis, et c'est vrai que ça donne cette couleur au film où tu as vraiment l'impression d'être dans la rue, et le fait d'être à Saint-Louis dans l'Illinois fait qu'ils peuvent couper l'électricité sur 10 blocs pendant la nuit. Et ça fait une vraie différence où tout d'un coup, tu as un film qui est beaucoup plus organique et très nocturne. Ils ont dû beaucoup souffrir. Jeff, je sais pas si je t'ai déjà dit que j'avais été assistant à la mise en scène sur Evil Dead 3, mais on a fait 6 semaines près de 6 semaines de nocturne. Et c'est affreux, parce que t'es en décalage horaire permanent et t'es un zombie tout le temps, en fait. Je sais pas, tu as fait des nocturnes, Philippe, j'imagine, mais tu en as fait sur la longue durée ou pas ?
Non, pas sur la longue durée. J'en ai fait. C'est vrai que rien que d'en faire 2 ou 3 jours, t'es déjà rétamé pour 2 semaines derrière. Ça te fout en l'air d'être en horloge. Ouais. Il y a un point commun avec Evil Dead 3, c'est le matte painting. D'ailleurs, si tu avais été stagiaire comme sur New York 1997, Gilles serait peut-être venu pour piétiner les matte painting de James Cameron. Ça aurait été culte. C'était moyen de faire un petit clin d'œil à notre ami Gilles, évidemment. Hein. Bravo, et puis tu parles de James Cameron qui était non seulement s'occuper donc des matte paintings, mais qui est également crédité comme un des chefs opérateurs du film. Donc on se rend compte à quel point la connaissance technologique et technique de Cameron est extraordinaire. L'idée de la capsule orange, l'œuf, qui est dans le truc, est complètement débile. Hein. Si l'avion il s'écrase, hein, l'œuf il va rien à faire là-dedans. C'est Joe Alves qui a eu cette idée, et cet œuf, à la fin du tournage, ils l'ont revendu, la prod, et il a servi à une série avec Robin Williams, où il joue un extraterrestre, qui est dans cet œuf. Exactement. Exactement, voilà. Et plus tard, il a été vendu aux enchères, mais ils l'ont repeint en blanc pour la série, et c'est la capsule qui a servi à New York 1997, qui est dans cette série. Génial. Ouais. Attends, Jeff, une question pour un petit quiz pour vous. Savez-vous où le personnage de Mork, donc d'extraterrestre de Robin Williams, est apparu pour la première fois dans une série télévision? C'était pas Mork et Mindy. 4e dimension? Non. Les Jours Heureux. Il rencontre Fonzie. Il arrive sur Terre, il rencontre Fonzie. C'est incroyable quand même. Robin Williams dans Les Jours Heureux en extraterrestre. Parlons un petit peu de Carpenter et de sa carrière, parce que quel est son dernier bon film, à votre avis? Moi, je dirais peut-être Vampire. Au boulot. Où il y a vraiment des très très bonnes Vampire, choses. J'aime bien, ouais. Vampire, j'aime bien. Ouais. Le remake des yeux, tu sais, des gamins avec les yeux... Oui, Village des damnés. Village des damnés, t'es pas trop mauvais non plus. Parce que maintenant, en fait, comme tu disais, Jeff, hors antenne, il fait des concerts avec son fils. J'ai l'impression qu'il a fait une série récemment d'anthologie d'horreur, une espèce de Twilight Zone très récemment, là. Mais surtout, il a déclaré dans la presse qu'il préférait fumer de l'herbe et regarder les matchs de basketball de la NBA et jouer aux jeux vidéo que faire des films. Et moi, je déplore surtout le fait que Netflix lui donne pas ne garde pas un camion plein d'argent devant sa maison pour qu'il fasse Escape from Earth, tu sais, un autre Snake Plissken. Ah bah oui, un troisième. Avec la mort de Kurt Snake. Russell, il est encore en pleine forme, il est magnifique. Il faudrait faire une espèce de Unforgiven avec Snake, où il est vieux. Est-ce que je vous ai parlé de ma rencontre avec John Carpenter? Ah bah non, mais... C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ah ouais. Ouais. C'était au Virgin Megastore sur les Champs, il y a bien longtemps. Et un jour, j'allais traîner là-bas pour acheter des DVD. Et tu vois, c'était une espèce de présentoir avec 2 côtés. Et sur un coup, en relevant la tête, je vois en face de moi John Carpenter avec une pile de DVD, comme ça, mais des imports américains. Donc, comme je le regarde un peu bizarrement, il me regarde, il sourit, il fait « Ben oui, je peux pas m'en empêcher. » Et je lui dis « Mais je lui dis, vous savez, c'est des imports américains, vous pouvez les trouver chez vous. Hein. » Il me dit « Oui, je sais, je peux pas m'en empêcher. » Il a fait... Je suis comme ça. C'est des vrais passionnés, mais apparemment, de vous trois, je suis le seul à ne pas avoir rencontré John Carpenter. Jeff, tu l'as rencontré à Cannes, il y a une belle photo avec toi et lui. Ouais, et puis quand je le vois, donc je vois John Carpenter, j'ai dit j'aimais beaucoup les émissions de vos parents, Mariti et Gilbert. Il n'a pas compris la vanne. Je sais pas pourquoi il n'a pas compris. Et non, il était venu, il avait remis un prix à Cannes, le Carrousel d'Or, et c'était le jour où Jean Dujardin et Quentin Dupieux venaient présenter le film qui s'appelait L'Odin. Donc en fait, on était super excités de voir John Carpenter dans la salle, quoi. C'était vraiment... Ah ouais, mais c'est une légende, effectivement. C'est vraiment une légende du cinéma qui a pas eu d'Oscar d'honneur et qui a rien eu du tout. Je pense qu'il s'en tape un petit peu, mais bon, faut pas l'oublier, parce que c'est un mec qui a apporté énormément au cinéma de genre, et au cinéma qu'on aime surtout. Voilà. Pour en revenir au film, c'est vraiment un tout petit budget, il a vraiment galéré. Et pour faire donc une ville sale, etc., il récupérait tous les détritus, les encombrants, etc., qu'il mettait en fin de journée pour pouvoir tourner la nuit. Et vers 6 h du matin, il fallait tout enlever. Parce que la journée, évidemment, les gens roulaient sur cette... c'était le centre-ville de Saint-Louis, quoi. Et pour faire la fumée, ils avaient un liquide qui sortait et au contact de l'air, ça faisait de la fumée. Donc, ils mettaient ce liquide, au contact de l'air, c'est de la fumée. Et lorsqu'ils l'ont fait livrer en avion, il y a une fuite dans le carton, ce qui fait que le pilote
a vu de la fumée sortir de la soute. Donc, il pensait que la soute était en flammes. Donc, il faut un atterrissage d'urgence. Il se rend compte, évidemment, que c'est un carton qui a fui. Il voit le nom de la production. Et le FBI débarque dans les bureaux de prod. C'est Debrail qui raconte le truc. Hein, et il leur a mis une amende de $10 000. Incroyable. Une des anecdotes du film. Ouais. Vous saviez que Carpenter, il apparaît 2 fois dans le film? Ah non? Non. Ouais. C'est le pilote. Vous savez, lorsqu'il y a l'hélico qui arrive, qui descend, soi-disant jeter de la bouffe avec des mecs qui sont devant Central Park. Il y a des gens dans le parc, tu les vois? C'est drôle. La main devant le visage pour qu'on le connaisse. Et la fameuse scène que j'aime beaucoup, on voit Kebi dans ce théâtre, ce vieux théâtre, la façon Broadway, alors qui est complètement... Vous savez, quand ces musiciens... Moi, ça m'a toujours donné l'impression que c'était les musiciens du Titanic. C'est-à-dire qu'il y a New York qui a feu à sang, il y a ces musiciens sur des chaises. Ceux qui jouent du piano, c'est Nick Castle, donc le Michael Myers. Et John Carpenter joue du violon. Waouh, c'est drôle. Là, quand il y a Kaby qui est là, qui regarde le truc. Voilà, donc c'est les 2 apparitions de John Carpenter dans le film. Mais effectivement, tu disais que c'était un tout petit budget de $6 millions. Il en remporterait $25 millions aux États-Unis, donc c'est un gros succès pour Carpenter. Carpenter, il a fait un très beau film qui s'appelle Starman aussi avec Jeff Bridges, où il montre tout d'un coup une autre facette avec beaucoup plus d'émotion. Et ça aurait pu donner un autre tournant à sa carrière, mais malheureusement, il a eu des bides avec The Thing qui est sorti la même année, comme on a vu, que E.T. et Starman qui n'a pas très bien marché. Et donc, petit à petit, ça l'a enterré. Et William Gibson s'est inspiré aussi de lui en disant que il était cyberpunk avant l'heure. Donc c'est un des pionniers de la cyberpunk. Et également Hideo Kojima avec son jeu vidéo très connu qui est Metal Gear Solid, où le héros, c'est exactement le même personnage. Snake, ouais. Il a demandé l'autorisation de le faire. Ouais. Carpenter, c'était. Contrairement à Luc Besson lorsqu'il a fait son film Lockout. Ah ouais. Tu savais pas? Alors Lockout, c'était un film avec comment il s'appelle, Guy Pearce. C'est ça. Ouais. Et Carpenter a attaqué Besson pour plagiat. Ouais. Il a signé en justice et puis il s'est pris l'oseille puisque le tribunal de grande instance de Paris a condamné EuropaCorp à verser 20 000 € à John Carpenter dans un premier temps. $80 000, c'est ça. 10 000 € au scénariste et 50 000 € au studio Canal. Voilà. Ouais. Par la suite, EuropaCorp a fait appel de la décision et ils se sont en pris une tannée. C'est-à-dire ils ont encore reversé de l'argent. 100 000 € avec John Carpenter, 40 000 à Nick Castle et 300 000 à Studio Canal. Voilà. Et c'est vrai que le film est quand même assez inspiré de New York 97. Mais j'ai pas rencontré Kurt, mais j'ai rencontré Wyatt Russell, son fils, puisque je l'ai auditionné pour mon 2e film Bipolar. Il n'était pas le personnage, donc je l'ai pas pris, mais il était absolument charmant. Et il était question à une époque qu'il y a un remake avec lui. Et il a simplement dit, il est hors de question, ce serait un de ma carrière. Il a raison. Il est passé après son père et finalement il a fait un film qui est pas mal qui s'appelle Overlord et il commence à trouver petit à petit sa place dans le cinéma américain. C'est un très bon acteur aussi, lui. C'est un film de couple parce que la scène, il y a une comédienne dans le film qui s'appelle Season Hubley. Emmène-moi avec toi, Snake. Pourquoi? Je peux trouver un tas de raisons si tu veux. C'est la petite punk qui tombe dans le trou. C'est ça. Ouais. C'est la compagne c'est la mère de leur enfant, Boston. C'est la compagne de Kurt Russell qu'il a rencontrée sur le roman d'Elvis, qu'elle joue le rôle de Priscilla. Wow. Il faut savoir que cette scène où elle tombe dans le trou, donc il y avait un cascadeur qui était là pour la réceptionner parce qu'elle tombait vraiment dedans. Sauf que la première fois qu'ils font la scène, John Carpenter dit action, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas donné le clap. Donc il y a vite un technicien qui arrive, qui fait le clap, et en courant, il oublie qu'il y a le trou. Et c'est le technicien qui pesait une tonne, le technicien qui tombe dans le trou, et le cascadeur qui s'attendait à recevoir un poids plume, il se prend un gros mec, sur les bras. Génial. Voilà, une petite anecdote de plus. Il y a également Gérard Butler qui a été pressenti pour un remake, et heureusement, ça n'a jamais vu le jour. Et c'est vrai que j'aimerais tellement que Kurt Russell revienne tant qu'il a encore du jus, et ce serait encore possible. The rules are simple. Once you go in, you don't come out. La voix off du début, Jamie Lee Curtis, qui fait... Des voix d'ordinateur aussi. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc, beaucoup de noms de metteurs en scène, avec Romero, Cronenberg, il fait un coup de chapeau à tous ses amis metteurs en scène.
Taylor aussi, qui a fait Les Évadés de la planète des singes. Ouais. Tu parlais des femmes. Adrienne Barbeau était la compagne de John Carpenter à l'époque. Qui c'est celle-là? C'est Maggie, la pute de Bren. Le duc lui a offert ça parce qu'il avait peur qu'il s'embête. Donc elle essaie le look de son personnage avec ses bottes, tout ça, et elle a une pince pour attacher ses cheveux et du vernis à ongles. Carpenter il dit non mais dans le Manhattan tout pourri on est, il n'y a pas de pince brillante pour attacher les cheveux, et encore moins de vernis à ongles. Et donc elle n'est pas contente de ça. Et ce qu'elle fait, elle achète une dinde, elle fait cuire une dinde, elle prend les os de la dinde et elle s'en fait une pince à cheveux. Wow. Et lorsque tu la vois, lorsqu'elle leur fait visiter, tu sais, quand elle rentre dans la bibliothèque, elle a sa torche comme ça, et le gros truc blanc qu'elle a dans les yeux, c'est une carcasse de dinde, en fait, qui lui sert de cheveux. Et pour le vernis à ongles, elle a fait fondre une batterie, et l'argent, qui est l'argent fondu, elle en a fait du vernis à ongles. Elle fait, voilà, comme ça, tu arrêtes de me casser les pieds, et tu laisses. C'est cool. Et il faut savoir qu'à la fin du film, lorsqu'elle est sur le pont, et qu'elle voit que son compagnon est mort, la Brain, plutôt de s'échapper avec Snake, alors qu'on pense qu'elle a bien envie de lui quand même, elle se sacrifie. Lorsqu'ils tournent la scène, donc ils lui tapent, bon, évidemment ils mettent un mannequin qui l'écrase, ils oublient de faire un plan, le plan de coupe où on la voit morte. Ce qui fait que les gens dans la salle disent, mais elle devient quoi, Maggie? Carpenter dit, elle est morte, on l'a pas vue morte. Et 7 semaines après, comme ils vivaient ensemble, il est dans son jardin, Carpenter, il se met dans l'allée, il lui met un peu de sang, il fait un plan d'elle morte. Alors, c'était pas prévu. C'est un plan qui a été rajouté au film. Incroyable. Voilà. C'est génial. Mais vous avez vu un film qui s'appelle Captain Ron, où Kurt Russell fait une version de Snake comique. Il a un bandeau sur l'œil. Un bandeau? Ouais, il a le même bandeau, il a la même tête, mais sauf qu'il est un capitaine de bateau dans les Caraïbes avec Martin Short, et c'est la version comique de Snake, si vous voulez regarder ça un jour. Et on peut parler à ce propos justement de ce qu'on appelle les knock-offs en français, qui sont les films inspirés de New York 97, qui ne manqueraient pas de fleurir par la suite. Jeff, je crois que tu as quelque chose là-dessus. Et oui, alors, c'est vrai que ce film-là, pour notre génération, mon père l'avait vu au cinéma. Moi, j'étais trop petit, j'avais une dizaine d'années. Et il m'en avait dit que du bien, tu vois. Et lorsque on était aux États-Unis, j'avais vu la cassette VHS, mais c'était du NTSC, donc on ne pouvait même pas l'acheter, ça ne servait à rien. Et un jour, mon père revient avec la cassette de location du film. Et j'étais hyper excité de voir ce film. Et pour nous, notre génération, on l'a découvert en VHS, la plupart. Je pense, Philippe, tu l'as vu au cinéma, toi? Ouais. L'avantage d'être un ancien. J'avais 2 ans. Voilà. Et ce film, pour notre génération, c'est vraiment le film VHS par excellence. Et tout est fascinant dans le film. On va revenir sur la scène du combat qui, moi, m'a traumatisé quand j'étais petit. Enfin, fasciné plus que traumatisé. Et donc, derrière ça, évidemment, les Italiens qui sont les spécialistes suite au succès de New York 97, ils ont commencé à nous sortir des films. Donc, il y a eu 2020 Texas Gladiator. Il mettait bien les années, tu vois. Il y a eu la série des Guerriers du Bronx qui était une inspiration de The Warrior et New York 97, donc Guerriers du Bronx 1 et 2. Il y a eu le fameux 2019 après la chute de New York. Alors pour moi, j'étais sûr que c'était une suite. Et tu vois ça, qu'est-ce que c'est que cette daube? J'ai dit à mon père Louleux, mon père fait non, c'est de la merde. Il fait ben voilà, maintenant tu le regardes. Il y a eu Les Exterminateurs de l'an 3000 avec notre ami Venantini. Il y a eu Les Rats de Manhattan. Et dans les plus récents, avec Ray Liotta, il y a eu Absalom 2022, qui était une prison sur une île. Voilà, un petit peu dans cet esprit-là, qui était un bon petit B-movie. Mais évidemment, rien ne surpasse New York 1997. Il y en a pas un avec Christophe Lambert? Fortress aussi, non? On ne dit pas du mal de Christophe, merci. J'ai rien dit de mal pour l'instant. Oui, Fortress, c'est un petit peu dans l'esprit, ouais. Mais Fortress qui a eu beaucoup de succès, le premier. Ouais. Mais vous avez vu, il y a ce passage aussi où il affronte ce catcheur qui était un véritable catcheur dans la vie et qui commence à vraiment le frapper et à lui envoyer des coups avec le couvercle de poubelle. Donc Kurt Russell en a marre au bout d'un moment et il lui tape sur la bite pour lui signaler qu'il en a eu assez. Et ça a tout de suite calmé ce type qui s'appelait Ox Barker, qui était un vrai... 2m10, 135 kilos. Incroyable, tu te rends compte? C'est un monstre. Ox, ça veut dire bœuf. C'est ça, un ox, c'est un bœuf, ouais.
C'est drôle. Il était en transe, le mec, parce que c'était un vrai catcheur, hein. Ouais. Il était en transe sur le ring, Carpenter explique. Il était fou, Ouais. il était habité par le truc. C'est ça. Et après, il décide, il fait, je veux plus mourir. Il fait, comment ça? Non, c'est prévu. Il fait, ouais, je veux pas mourir, je veux continuer à tourner. Il fait, non, non, mais ta scène, c'est juste ça. Le problème, c'est quand t'es face à un mec de 2,10 m, j'ai pas envie qu'il m'en colle une. Il fait, oui, non, mais c'est prévu, tu meurs, tout ça. Et comme tu dis, l'autre, il commençait à lui dire, moi, je peux te faire mal aussi en te tapant dans les couilles. Et donc, ils lui ont mis un morceau de bois dans la nuque pour que Kurt Russell puisse planter le truc. Il y a d'ailleurs un faux raccord juste après, puisque Kurt Russell lui fout sa batte de baseball dans la nuque. Et le plan suivant, on voit Kurt Russell un peu rentrer avec sa batte de baseball. Ouais. Voilà, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'était une vraie batte de baseball avec des vrais clous. Et là, Ox Barker, du coup, il emmenait pas large. Il était beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il tape vraiment, hein. On voit qu'il tape vraiment. Putain, ils font pas. Tu peux nous parler, il y a un truc qui est drôle, c'est que tu m'en parlais off caméra aussi, Jeff, c'est les orientations politiques de John Carpenter et de Kurt Russell qui sont totalement différentes. Et quand on voit... Oui, c'est ça. Pourtant, ils sont amis. Ils sont amis, tout à fait. Il a dit, c'est vraiment un super acteur avec qui je m'entends très bien. Il a pas d'ego, il se prend pas pour une star, tout ça. Donc, j'adore trouver. Il fait le seul différent qu'on a, c'est politiquement. Et Carpenter dit, moi, je suis plutôt de gauche. Kurt est plutôt à la droite d'Attila. Génial. Et coup de chapeau aussi à Dean Koundé, quand même, le chef opérateur de Carpenter, qui deviendrait le chef opérateur de Zemeckis et qui donne cette patine au film extraordinaire qui fait qu'il traverse les âges aussi, d'une certaine manière. Philippe, je croyais que tu étais mort, Snake. Je te croyais mort. J'avais entendu dire que t'étais mort. Je te croyais mort, Snake. Je te croyais mort, Snake. Snake, je te jure que je croyais que tu étais mort. Ouais, bien sûrement pas que toi. Ça vient d'où, ça? Pas loin. Bah oui, c'est une réplique magnifique. Et vous savez très bien, bien sûr, d'où elle vient. Elle vient d'un western de John Wayne qui s'appelait Big Jake. Ouais. Où John Wayne, pour une des rares fois de sa carrière, apparaît au bout de 20 minutes de film. Et chaque fois que quelqu'un le voit, il lui dit, mais vous êtes Jacob, je sais plus comment. Jacob McCandles. Je vous croyais mort. Je vous croyais mort, monsieur McCandles. Et cette réplique revient plusieurs fois dans le film. Et je pense qu'elle a fait rigoler John Carpenter, qui l'a reprise telle qu'elle. Ouais. Et tous les intervenants qui disent cette phrase meurent dans le film. Ouais, c'est vrai. Tous. Et dans la suite, on lui dit, je croyais que t'étais plus grand, Snake. Tout le monde lui dit qu'il est petit. Le personnage d'Isaac Hayes dans le film. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait un tic à l'œil. On m'a parlé de toi. Oui, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et il le fait uniquement quand il y a Kurt Russell, quand il est avec Snake, ou quand il le poursuit. Là, il fait son tic, sinon il ne le fait pas. C'est un truc. Et Isaac Hayes, au moment qu'ils savent qu'il prépare Los Angeles 2013, appelle Carpenter et il lui dit je veux tourner dans la suite. Il fait mais t'es mort. Il fait le Duc ne meurt jamais. Est-ce que l'un d'entre vous a vu le film qu'il a fait avec Lino Ventura, Three Tough Guys? Non? Non, je regrette d'ailleurs. Moi aussi, j'ai le disque, mais j'ai pas vu le film. Snake, vous savez, en Italie, il s'appelle Yen, et en Corée du Sud, il s'appelle Cobra. Cobra Disken, ouais. Crime is a disease, meet the cure. À propos du tatouage qu'il a sur le ventre, Russell explique dans le commentaire audio. Donc, il a ce tatouage qui lui sort du bas du ventre, avec la tête du cobra comme ça. Ouais. Il a reçu beaucoup de courriers de filles en disant jusqu'où va le tatouage en bas. Et Carpenter, dans le commentaire audio, il fait j'aimerais bien que tu me fasses lire ces lettres. C'est très drôle. Quand il est face à Lee Van Cleef, tu sais, quand il allume sa cigarette dans le bureau, il dit à Carpenter mais en 1997, les cigarettes seraient électroniques, elles pourraient s'allumer toutes seules, non? Il fait peut-être, on n'a pas de budget. C'est drôle. Et c'est intéressant je trouve que c'est intelligent de leur part de ne pas avoir fait de voiture futuriste. Parce que déjà en 97, il y avait une voiture futuriste. Et de prendre des vieilles bagnoles, un peu comme à Cuba. Cuba qui est resté avec des vieilles bagnoles américaines. Et sur cette île de Manhattan, tu vois le vieux break qui vole, même la voiture du Duc, là, avec ses lustres et sa boule à facettes. Fantastique.
C'est chandelier, un look blaxploitation magnifique. Mais tu as l'affiche française derrière toi, mais il y avait l'affiche aussi américaine où on voit la Statue de la Liberté. Et c'est vrai que dans tous les films dystopiques, à chaque fois, c'est la Statue de la Liberté, que ce soit dans La planète des singes, que ce soit dans AI, que ce soit plus récemment même dans Civil War. On voit que c'est un symbole très très fort des films d'anticipation. Il y a un peu tromperie sur la marchandise, hein, puisque on voit la tête de la Statue de la Liberté dans l'affiche américaine, Escape from New York. Ouais. La Statue de la Liberté n'explose pas dans le film. Et J.J. Abrams, sur Cloverfield, s'inspire clairement, et il s'inspire de cette affiche, puisqu'on voit la tête de la Statue de la Liberté et la Statue de la Liberté décapitée dans le film. Décapité par le monstre Cloverfield, effectivement. Et maintenant que celui qui a encore... Non, commence pas, on a des choses à dire, voyons. Ça fait 1 heure. Jeff, tu as encore plein de choses, j'en suis sûr. Déjà, oui. Alors déjà, il y a 2 scènes coupées dans le film. Une scène qui a été tournée et l'autre qui n'a pas été tournée. La première scène qui n'a pas été tournée se passait en Sibérie. Ouais. Voilà. Et comment ça s'appelle et Kurt Russell, c'est là qu'il a dit, je me prends une balle dans l'œil, et c'est son ami, Tanner, qui vient le sauver. Wow. Qui vient le sauver sur Sibérie, etc. Ouais. Et ensuite, on passe sur un braquage de banque. À New York, parce que c'est un braquage de banque. Et ce mec Tanner, qui a sauvé Kurt Russell en Sibérie, se fait attraper par les flics, et Kurt Russell, plutôt que de partir avec le magot, revient pour essayer de le sauver. Tanner se fait tuer. Et Kurt Russell se fait embarquer par les flics. Et donc, c'est là qu'il se fait arrêter, etc. Et qu'il doit aller sur cette prison, et que les Van Cleef le récupèrent. Donc, cette scène dure 7 minutes. Elle est dispo sur YouTube, pour ceux qui veulent la voir. Et en fait, ils l'ont dégagé, ils l'ont supprimé, et ils sont allés directement dans le vif du sujet. Et Carpenter a dit, parce qu'on s'attend à un film de braquage, quelque chose, ça nous sort un peu du concept du film, qui n'était pas du tout ça. Donc, il a préféré la couper. C'est vrai. Voilà. À dire là-dessus. Ensuite. Attends, avant que tu te lances, je voulais juste dire que je pensais toujours aux acteurs, comme le mec qui joue Tanner, qui dit à ses parents, je suis dans le prochain Carpenter, c'est moi qui crée Snake Plissken, c'est extraordinaire, vous allez voir. Puis ils arrivent tous dans la salle le jour de la projection, et ils ont été coupés au montage. C'est terrible. Exactement, ouais. Lee Van Cleef, dans le film, il a du mal à marcher, c'est un de ses derniers films d'ailleurs, et parce qu'il avait fait une chute de cheval très, très mal soignée, et il boitait. Il y a 2 trucs qu'il ne voulait pas faire, c'est s'approcher de l'hélico. Il doit s'approcher de l'hélico parler, alors que les pales tournaient. Et Carpenter, ils se sont un peu frités, il dit vas-y. Il fait non, je ne veux pas approcher. Vraiment, ils se sont un peu pris le chou. Et la scène où il a le plus souffert, c'est quand il marche dans ce couloir avec Pliskens, et on voit qu'il boite vraiment. Il était en souffrance. Et c'est sa femme qui était là, qui avait expliqué à Carpenter, il avait fait une chute de cheval dans un western spaghetti, et il n'avait pas soigné son truc. Ça l'avait traîné jusqu'à la fin de ses jours, évidemment. Et tu sais, cette blessure provient d'un accident de voiture qu'il avait eu en 1962, je crois, et qui avait fait arrêter sa carrière. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus monter à cheval. Il avait le genou complètement explosé. Et il boitait très, très visiblement. Hein. Et quand il a fait et pour quelques dollars de plus, donc il est parti en Italie et que ça a beaucoup revivifié sa carrière, il s'est beaucoup entraîné, il a fait beaucoup de rééducation, etc. Et il était arrivé à un compromis. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il marchait de façon un peu raide, mais ça ne faisait pas encore boitillement. C'est revenu un peu après, comme dans New York 97. Incroyable. C'est là où il s'est lancé dans la bijouterie avec Lee Van Cleef et Harpel. C'était à peu près à cette époque-là. Pour la carcasse d'avion, Joe Alves, il cherche un vrai avion, évidemment. Et Joe Alves part, donc ils sont tous à Saint-Louis, dans le Missouri. Il part, à Los Angeles, il y a un cimetière d'avions. Et donc, il va jusqu'à Los Angeles. Donc, il ramène plein de trucs, tout ça. Et au moment de payer, il lui dit, le gardien, mais si vous voulez, on a un DC-8 à vendre. Il fait, ouais, il est en entier, etc. Vous en faites ce que vous voulez. On vous le vend pour $8,000. Il fait, ça m'intéresse, il est où? Et là, il dit, mais il est à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc, il était dégoûté, donc il a tout laissé et ils sont partis là-bas, ils l'ont coupé en morceaux. Et il faut savoir que les journalistes voient un avion écrasé. Alors, vu que le Saint-Louis avait eu des problèmes en flammes, etc., les journalistes viennent, interviewent les passants et les passants disent oui, on a vu l'avion s'écraser la veille. Alors, l'avion s'est écrasé, puis c'est un truc qu'ils ont installé, quoi, tu vois. Donc, tu peux faire dire n'importe quoi aux gens, en fait, c'est incroyable. Et concernant le World Trade Center. Où est-ce que je vais atterrir?
Au sommet du World Trade Center, il n'y a pas d'autre endroit où atterrir. Évidemment, ils n'ont pas tourné là-bas. Alors les gens, Carpenter a dit, c'est pas vraiment le toit du World Trade Center, parce qu'on connaissait pas vraiment le toit du World Trade Center. Donc ils ont tourné ça dans le désert, ils ont fait le décor. Mais lorsqu'ils sortent des deux tours, c'est au Century Plaza, un petit peu entre Los Angeles, enfin dehors Los Angeles. Et le Century Plaza, tu n'avais pas le droit, évidemment, c'était quelque chose, il y avait des dalles en béton devant, il n'y avait pas de tournage autorisé. Et Carpenter dit, putain, le gardien, il veut pas nous faire tourner, etc. Et Debra Hill dit, bouge pas. Debra Hill monte dans sa loge, elle ressort en mini-jupe, en talons avec un décolleté, et elle va voir ce fameux gardien du Plaza. Elle dit, monsieur, on aurait besoin, etc. Il fait, bien sûr, madame, il n'y a pas de souci. Et elle dit, la voiture, on peut la mettre où? Il fait, à 100 mètres, c'est bon. Donc c'est bon, on voit le taxi de Kevin qui arrive, mais qui est à 100 mètres, il se met pas à l'entrée, on sait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Et donc, elle va voir Carpenter, elle lui dit, c'est bon, j'ai enlevé un bouton de mon décolleté, on peut mettre la voiture à 100 mètres. Et putain, tu aurais pu enlever 2 boutons, on aurait mis la voiture à 50 mètres. Voilà. Et s'il avait envoyé Adrienne Barbeau, la voiture était à 3 mètres. Mais Adrienne Barbeau, il y a une scène dans le film, je n'avais jamais remarqué, elle a un flingue comme ça, son flingue est comme ça, sur le canon de pistolet. Ça fera plaisir à Ernest Borgnine, où qu'il soit. T'as remarqué que dans le film, Snake, il mange pas, il boit pas, et il va jamais aux toilettes pendant 24 heures. Mais il flingue, Bon, voilà, je pense avoir tout dit. Non, j'ai encore des trucs, mais c'est pas très important, donc... Ah oui, non, et puis attends, excuse-moi, mais c'est à moi de lire ma thèse de 560 pages que je vais faire en live, donc j'espère que vous avez de quoi bouffer et boire. Allez. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans le futur dystopique de John Carpenter. Mission accomplie, et je vais par conséquent désamorcer les mini-bombes que je vous ai implantées dans le cou au début de l'émission. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, follower et vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. En particulier, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, je n'ai absolument rien préparé, donc je vais laisser Philippe. Et je vais réussir quelque chose d'ici là. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait. Juste un dernier petit truc. Petit clin d'œil à Francis. L'acteur qui double Snake Plissken. Appelez-moi Plissken. En VF, c'est Patrick Florsheim. Bonjour, monsieur le président. Comment ça va, mon grand? Ça va, j'ai une petite contracture à la cuisse, mais c'est pas grave. Le fameux Berthier de coup de tête. Extraordinaire. C'est un petit clin d'œil à Francis. Hein. Ah, c'est drôle. Qui joue également dans Moonraker. Et dans 3615 Cop Père Noël. Magnifique. Déjà dans l'avion, je l'avais repéré. Pauvre conne, bordel, l'avion était bourré à craquer. Comment veux-tu qu'elle m'ait repéré? Oh, j'ai vu l'hôtesse renverser du café sur vous. C'est qu'il est mauvais, le mec, hein? Ça, oui. Parfait, je fus Johnny Viper pour Kinopod, le podcast qu'on croyait mort. Et maintenant, spéciale dédicace pour Philippe qui adore le rap. New York, big city of dream, but everything in New York ain't always what it seems. You might get down if you come from out of town, but I down that low and I know my way around. Too much, too many people, too much. Ha 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 ha. Je conseille cet excellent bouquin, cet artbook qui m'a été conseillé par mon pote Malik, qui est un auditeur de nos podcasts. Ouais. Donc que j'ai acheté suite à ses conseils. Voilà. Magnifique. Ah, super. Pour ceux qui aiment le film. Très très beau. Il y a plein de photos et de jolis textes. Voilà. Excellent.